Il partage l'éditeur du célèbre manga L'Attaque des Titans, compte 4 séries publiées à son actif, travaille sur plus de projets qu'une main ne peut compter de doigts, et bien qu'il ait commencé le dessin à 22 ans, il est aujourd'hui le tout premier auteur français à être prépublié dans un magazine au Japon. Il s'appelle Shonen et il est l'invité du 15e chapitre de Pain sur la planche. Bonjour Shonen, Bonjour, comment vas-tu? ça va pas? Ça va pas, ouais, je me doute depuis tout à l'heure, ça se voit, t'es pas bien et tout. Ouais, Non, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, on a Extra Life Café, qu'on vient de présenter dans l'introduction. Du coup, un grand merci encore à eux. Ils sont d'ailleurs derrière les caméras en train de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, on va parler forcément de toi, de Outlaw Player, aussi d'avoir un manga au Japon, parce qu'il y a peu d'auteurs français qui ont ça finalement. Donc, t'as quand même une particularité, c'est celle d'avoir commencé le dessin très tard, contrairement à tous nos autres invités qui étaient en mode depuis 5 ans, je dessine, tout ça. Toi, t'as commencé à quel âge? à 22 ans. À 22 ans. Bah, c'est parce que à la base, c'était plus, on va dire, comme un hobby mais ce n'était pas, on va dire, c'était pas, on va dire, un projet d'avenir pour ma part en tout Ouais, cas. à vocation professionnelle. C'est ça. J'avais pas l'intention de devenir dessinateur, donc c'est venu ironiquement grâce à l'armée. Service militaire, C'est ça. tu l'as fait où? J'étais au 2e régiment du génie à Metz. Ok. Et j'étais dans l'électricité. Et c'était pas en fait pendant une opération extérieure. C'est-à-dire que pendant 4 mois, j'étais parti au Kosovo et il n'y avait pas énormément de loisirs là-bas. Donc j'entretenais une correspondance avec un ami. Ouais. Et en fait, ça m'a donné l'idée en fait, de faire des petits dessins en marge en fait, dessus. Ok. Dans les lettres? Dans les lettres. Ok. Parce il n'y avait pas encore vraiment Internet. Donc on envoyait plutôt des lettres pour correspondre. Et cette passion en fait est venue à ce moment-là. C'est ironiquement parce que j'avais rien d'autre à faire. Donc t'as commencé parce que t'as rien d'autre à faire. Et après, tu t'es dit... Après à mon retour, j'ai commencé à essayer de travailler beaucoup plus, on va dire, cet aspect sur le dessin technique en fait. Et tu vois, ça c'est un aspect qui m'intéresse pas mal parce que typiquement moi aussi j'ai commencé il y a genre 2-3 ans, donc à peu près au même âge que toi t'as commencé le dessin. Et t'as un niveau de fou maintenant, enfin faut qu'on voit tes planches, mais c'est quelque chose. C'est quoi un peu le process, le programme que t'as suivi Il n'y en a pas vraiment eu à la base. Je veux dire, je dessinais simplement régulièrement, je dirais. Et seulement quand j'en avais vraiment envie. Je veux dire, j'ai déjà entendu, on va dire, la plupart des personnes se dire, voilà, pour devenir bon en dessin, il faut faire quoi? Il faut faire 10-15 heures de dessin par jour pendant des années. Je dirais que je pense que ça dépend des gens, à vrai dire. Ouais, parce que ça a un coup à se dégoûter aussi, tu vois, genre se forcer... Oui, c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que quand vous dessinez, il faut le faire par plaisir avant tout. Mais dans mon cas, là, c'était... je le faisais certes tous les jours, de manière régulière, mais je ne faisais pas plus de 3-4 heures. Ce qui est déjà bien. Ce qui est bien, oui. Mais bon, aujourd'hui... j'avais d'autres soucis à côté, donc... Ah ouais? Parce que justement, c'est une question, parce qu'avant d'être professionnel, tu faisais quoi? Je sais que tu as 2 DUT qui sont plus sur la méca et l'info. Est-ce que tu as travaillé là-dedans avant de faire du dessin ou... Non. En fait, je dirais même que là où je vivais, en fait, j'ai essayé de trouver en fait, un emploi, mais c'était assez compliqué. Okay. Et c'est là où j'avais décidé en fait, de venir dans la région parisienne. Ok. Parce que tu vivais où avant? À Metz, okay. En Lorraine. Et là, justement, en montant à Paris, j'avais entamé une nouvelle formation dans la programmation, en fait. Okay. Et c'est là que tout a tourné. Ah ouais? Oui, parce que en fait, j'avais une opportunité de on va dire d'avoir un travail, on va dire, dans le domaine technique. Mais c'est aussi à cette époque, en 2006, là, lors d'une Japan Expo, que les humains associés, en fait, ont pris contact avec moi. Parce que toi, tu faisais partie d'une asso à ce moment-là? C'est ça, Manga Pop. Mais c'était plus, voilà, une association d'artistes qui faisaient des illustrations. Et je les avais rejoints parce que j'avais besoin en fait de m'entraîner. Parce que moi, à la base, je dirais le dessin, c'est quelque chose c'est une passion qui est venue assez tard, mais c'est surtout quelque chose que je fais en fait pour, je veux dire, par défi. En fait, j'essaye toujours, on va dire, de m'améliorer. Surtout parce que comme j'ai commencé tard, j'avais quand même un retard à compenser, je dirais. Esprit shonen un peu. Un peu, ouais, dans le genre. Je cherchais à chaque fois un défi, un challenge. Je veux dire, le dessin, j'apprécie réellement le dessin, mais par exemple, je n'avais pas attention, ça n'a jamais été, on va dire, dans
en fait, dans ma vocation de devenir par exemple mangaka. Ouais, toi, déjà, enfin, de ce que j'ai compris, mais quand toi tu commençais le dessin, t'avais plus déjà un aspect Illustrateur, ouais, illustrateur, plus dans le game concept. design. Voilà. C'était à la base, je veux dire même, j'aurais préféré en fait être plus dans être concept artiste pour du jeu vidéo. Et c'est là justement qu'en 2006, bah, quand j'étais chez Manga Pop, lors de la Japan Expo, l'éditeur des Humanoïdes Associés ont pris contact avec moi en fait, parce qu'ils ont remarqué justement mon travail. Et le directeur de collection m'a demandé en fait si je voulais pas faire un manga. Et à la base, je lui disais, mais je sais même pas ancrer en fait, parce que j'avais jamais vraiment ancré à l'origine. Et t'en lisais beaucoup déjà à l'époque ou... J'en lisais déjà. Ouais, J'étais fan. Déjà, mon style, de toute façon, était déjà manga à la base. Mais c'est juste que je me destinais pas à devenir, on va dire, auteur. Mais bah, contre toute attente, après, j'ai accepté la proposition. Mais pas parce que je voulais devenir auteur, parce que comme je disais, ce n'était pas un de mes désirs. Mais par défi. Par défi. Parce que je savais que en acceptant, on va dire, de devenir professionnel, ça allait m'obliger en fait à apprendre le métier. Et du coup, bah, je me suis auto-formé. Et est-ce que c'était pas aussi une manière pour toi de... Parce que t'avais pas l'air... Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais t'avais l'air pas forcément passionné par tes études ou le domaine technique, de la programmation, tout ça. Est-ce que c'était pas aussi un moyen d'échapper et d'aller dans un truc artistique directement? Genre, t'as saisi l'opportunité artistique? Sans doute. C'est vrai que je me suis jamais réellement posé cette question parce que, en fait, tant que ça me permettait de dessiner, en fait, c'était, je dirais, la voie en fait que je voulais faire. Ouais. Ah, c'est vrai qu'après le technique, j'avais quelques facilités, on va dire, dans ce domaine, mais je me voyais pas personnellement faire ça sur le long terme. T'avais pas cet aspect progression qui te challengeait, fait C'est de ça. faire mieux. Ouais, ok. Je veux dire, le dessin, il est venu tard, mais je savais que je voulais faire quelque chose dedans. Je savais pas encore où exactement, mais Et t'es content de ta situation maintenant? bah, je sais pas si je dois être content, à vrai dire, parce que... Est-ce que c'est une bonne situation, ça? Bah, ironiquement, voilà, on m'a demandé ça en 2006 et 15 ans plus tard, je veux dire 15-16 ans plus tard, je suis encore là, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai parti, on va dire, un peu des vieux, on va dire. Ouais, bah tu fais partie d'un peu des pionniers parce que finalement, des artistes qui ont commencé à cette époque-là, il y a qui? Il y a Ancestral, qu'on a eu au dernier épisode dans le manga. Ouais. Et bah, il y avait même déjà ouais, Renaud Lemaire aussi. Renaud Lemaire, ouais. Ouais. Donc, il avait déjà commencé, il avait déjà lancé sa série Dreamland. T'es un peu dans le Big Three du manga français. Ouais, je suis aussi partie de cette génération qui a essuyé les plâtres, on va dire. Donc, ouais. Parce que toi, c'est Outlaw Player, c'est clairement pas ton premier titre. Non, t'as eu d'autres choses à faire. C'est le 4e. C'est le 4e. Parce que 2006, c'est BB Project. C'est ça. Et il y a eu BB Project, Omega Complex, et il y a eu Lord of Chaos chez Picard. Et BB Project, genre, c'est encore écrit de manière française. Est-ce que c'est parce qu'à cette époque-là, t'as pas ce... Je veux dire, dans l'agencement des cases? Non, en fait, c'était un désir d'éditeur. Désir d'éditeur? Oui, c'était pour, en fait, marquer cette différence par rapport au manga japonais. Donc c'est pas toi parce que t'avais pas encore l'habitude? Non, c'est moi là-bas, j'aurais voulu le faire déjà, en fait, à la lecture de sens japonais, mais c'est juste que, voilà, c'était dans la ligne éditoriale de la collection Shogun. Ok. Et là, donc, tu nous as cité 3 projets que tu as pu faire avant Outlaw Player. Tu peux en parler un petit peu? Je veux dire, les BB Project, typiquement pour toi, est-ce que tu avais des défis au moment où tu as commencé? Comme tu dis, tu n'avais jamais vraiment fait de cases, tu avais fait de l'illustration. En fait, c'est un autre métier, tu vois. J'avais jamais fait de... En fait, si, j'en avais déjà fait, mais c'était plus un petit prêt amateur avec Outlaw Player en webcomic. Oui, en 2002. En 2002, c'est ça. Mais c'était pas ancré, c'était que du crayonné, en fait. Et c'est pour ça que quand on m'a donné l'opportunité en fait de faire, on va dire, d'être auteur et de faire de l'ancrage, je l'ai saisi. Mais j'ai dû former, on va dire, j'ai dû me former un peu, on va dire, dans le tas. T'as fait ça comment? En regardant d'autres mangas, tout simplement. Okay. Je veux dire, il y avait pas d'école, pas de formation. Ouais, moins de vidéos YouTube, ça existait pas en 2006. Enfin, ça existait. Ouais, je pense. Ça existait, mais pas, on va dire, c'était pas aussi populaire. En fait. Ok. Et surtout, je veux dire, il y avait pas d'école de manga de toute façon déjà à cette époque, donc bah j'ai dû me former, on va dire, un peu à l'arrache. Mais ça m'a beaucoup appris. Hein, maintenant, on voit ce que ça donne. J'ai envie de conseiller à tout le monde de se former à l'arrache si ça donne ça, tu vois. Je sais pas si ça conviendrait à tout le monde, mais, mais ça vaut le coup d'essayer, en tout cas. Mais pour ce qui est de BB Project, bah, à la base, c'était plus un projet professionnel que je voulais faire avec un ami parce que ça me permettrait, moi, de mon côté, de me faire la main, en fait, sur la technique. Je veux dire, voilà, je ne savais pas ancrer, donc ça allait m'obliger à le faire. Je n'avais pas fait de découpage génération non plus. Donc,
je dirais que c'était une bonne opportunité. Carrément. C'est pour ça aussi qu'on est parti à la base sur un projet plutôt simple, hein, pas quelque chose de très compliqué. Ouais, mais c'est bien fait, tu vois, pour... Enfin, je veux dire, même si tes dessins, ils ont progressé de ouf, déjà à l'époque, il y avait... Enfin, on comprend ce qui se passe, tu vois. Tous les dessins, ils sont clairs. Mais je veux dire, voilà, pour l'histoire, le concept en lui-même, on avait pris un sujet simple, en fait. Un peu shonen. C'est ça. Mais bon, c'était un thème, en fait, que j'aimais bien aussi, déjà, à l'origine. Donc, après, pour Omega Complex, je dirais, c'est plus un projet d'éditeur, en fait. C'est le directeur de collection qui voulait me proposer un autre projet à faire à côté. C'est même maison d'édition, Omega Complex. C'est Jimadeu d'associés. C'est juste que comme on a arrêté, on va dire, Biproject, il en avait profité pour me proposer en fait un autre projet qui, selon lui, en fait, aurait été plus, comment je dirais ça, plus profitable peut-être. Ouais, qui se vende mieux. Oui, mais je pense que c'était plus parce que c'était un projet personnel, donc. À lui ou à toi? À lui. À lui. Parce que c'était lui à l'histoire, c'est lui au scénario et toi au dessin. C'est ça. Ok. Comme pour le coup, voilà, pour Omega Complex, j'étais juste dessinateur, alors que ce Biproject, comme je travaille avec un ami, c'était un projet commun, c'était quelque chose d'un peu plus personnel. Ok, je vois. Et justement, ça s'est passé. Enfin, je sais que ça n'a pas été toujours tout rose la relation avec la personne qui faisait le scénario de de Omega Complex. Oui. La série à la base aurait dû en faire. On était parti à la base pour faire 8 volumes, mais je dirais que comme j'étais pas particulièrement à l'aise avec cette série, on l'a raccourci à 3. Ok. Parce que moi, ce que je veux essayer de comprendre, c'est, tu vois, aujourd'hui, bon, il y a d'autres personnes qui vont se lancer sur un manga en duo, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que toi, tu as un peu des alarmes, tu vois, des choses auxquelles il faut faire attention pour que ça se passe bien, justement, de ton expérience? Alors, je pense qu'il faut déjà, il faut séparer le professionnel et le personnel. Ouais. Et généralement, après, avec mon aventure avec Kazé, j'irai pour Biproject. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux éviter de le faire avec un ami. Ouais. Parce que généralement, voilà, ça apporte quand même beaucoup de complications, surtout quand il y a un défaut, on va dire, quand l'un ou l'autre fait défaut. En fait. Quand il y a quelqu'un qui manque d'investissement. Voilà. Ça peut forcément influencer en termes dans les relations. Mais ça, si c'est le projet à vocation professionnelle. Parce que je sais qu'à côté, tu dessines aussi avec Salim qui nous regarde, qui est juste ici en live. Oui. Donc, c'est encore différent, non? Ouais, c'est pour ça que je dirais voilà, que j'aurais tendance, on va dire, à demander, enfin, en tout cas, à conseiller d'éviter de le faire avec un ami, mais forcément, après, ça dépend des gens aussi. Je veux dire, si vous êtes suffisamment professionnel, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais, okay. Donc, bien se connaître, être ça. sur la même longueur d'onde depuis le début. Longueur d'onde, savoir en fait quel est votre objectif. Et tout à l'heure, tu as dit Biproject est arrêté. Oui. Est-ce que ça veut dire que toi, tu as toujours, je sais que dans d'autres interviews, tu as dit que tu avais une petite intention de le reprendre un jour? Déjà, il n'a pas été arrêté de manière, je dirais, de manière légitime en soi, parce que même moi, j'étais pas au courant en fait, que ça s'arrêtait. Comment ça, t'étais pas au courant? C'est quand j'avais achevé le 5e volume, c'est seulement à ce moment-là, en fait, quand j'ai demandé en fait à l'éditeur qu'est-ce qu'il en était pour le prochain, quand est-ce que je pouvais le sortir, ils m'ont dit tu es pas au courant, mais c'est déjà la fin en fait, c'est déjà arrêté. Quoi? C'est vrai? C'est pour ça que voilà, la série se termine un peu en queue de poisson, parce que même moi j'étais pas au courant en fait. Et ça te frustre? Oui, ça m'a frustré parce que personne m'a prévenu. Ouais. Même pas un volume à l'avance en fait. Et en fait, c'était le directeur de collection qui avait fait, qui n'avait pas communiqué de son côté. Hein. Et du coup, aujourd'hui, toi, si tu le reprendrais? C'est un projet, oui, que j'ai à cœur, parce que c'est un peu là où tout a commencé en fait. Et aujourd'hui, de manière, l'un de mes objectifs en tant qu'auteur, c'est quand même de finir ce que j'ai commencé, je dirais. Là, par exemple, mon intention, c'est quand même de pouvoir finir déjà au player. Ouais. Et je pense que voilà, si je peux déjà, on va dire, le finir, je pense reprendre de toute façon Biproject derrière. Et justement, en parlant d'Outplayer, ça c'est une histoire qui commence un peu plus tard, donc qui est publiée 10 ans après Biproject. Oui. Entre-temps, ton trait, il a beaucoup évolué. Ça, c'est parce que tu as fait beaucoup de planches, enfin, tu as travaillé sur beaucoup de projets, j'imagine. C'est ça. Et là, tu rentres chez Kiyun. Kiyun, c'est son premier manga en création originale français. C'est ça? C'est ça, oui. Ça se passe comment? C'est-à-dire en termes de... C'est toi qui es venu avec un dossier d'édition ou c'est Kiyun qui est venu vers toi? Je dirais un peu des deux, à vrai dire. Même si Salim, justement, a facilité le contact. Ah ouais?
Oui, parce que à ce moment-là, à cette époque, j'étais chez Picard. Ok. Et j'avais vraiment pas envie de finir Lord of Chaos. Ça te plaisait pas cette ambiance? Clairement pas. Mais je vais pas m'étendre dessus, mais bon, il y a eu beaucoup de problèmes avec cette Oui, série. en interne dans la boîte, c'est encore, c'est un peu indépendant de toi. Oui, Enfin, voilà. ça te regarde. Et c'était le même scénariste que Omega Complex. Ah, ok. Donc, Ouais. et voilà, pour la petite histoire, c'est moi qui ai demandé à arrêter. Hein. Ok. Un J'ai- peu en mode Bakuman quand ils arrivent, Oui, ils aiment pas leur histoire, ouais. Ok, je vois. mais je pense, voilà, c'est quand j'ai su qu'un personnage allait survivre, j'ai dit non. Je D'accord. En fait, voilà, c'était ma petite histoire là. J'avais le script du volume 3, le début, j'avais regardé. J'étais content en fait à la fin du volume 2 qu'un personnage meure. Et quand j'ai appris qu'il était encore vivant, j'ai dit bon, non. C'est la seule raison, non? On va dire c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau, ok. Voilà. T'aurais pas pu travailler sur One Piece, toi. Non. Trop de personnages qui survivent. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu la raison qui m'a poussé à partir. Et du coup, comment Salim, il t'a fait faciliter la... En fait, il a facilité parce il en a parlé, en fait, tout simplement, on va dire, à Ahmed de Kiyun. Ok. Et en fait, Ahmed nous a appris en fait qu'il me suivait déjà. En fait. Parce que, en fait, voilà, encore pour une autre petite histoire, quand j'étais à Angoulême en 2007, pour faire la promotion justement de Baby Project chez Uzumano, en fait, on était pas très loin en fait du stand de Kiyun, okay. Qui à l'époque se limitait juste à une petite table à 2 places. Ah, c'est parce que c'est aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, c'était leur début. Okay. Et Ahmed m'a dit, il disait en fait déjà à cette époque, il m'observait déjà en fait sur le stand de Zumano. Et il m'a dit voilà, depuis ce jour-là en fait, il a quand même suivi ma progression. Ok. Mais je pense que c'est parce que s'il est intéressé, c'est parce qu'il m'a dit voilà qu'on partageait plus ou moins la même vision pour le manga français. C'est-à-dire, c'est quoi ta vision justement? Je pense que très simplement c'est un style qui doit être on va dire le plus proche possible du style japonais. Ok, je vois. Et c'est vrai que le tien il s'inspire directement de styles très japonais. Enfin, j'ai noté les noms juste ici. Il y a Ogrette, justement. C'est l'influence principale. C'est l'influence principale, et ça se voit. Surtout sur la coupe de cheveux, les yeux, tout ça. Je dirais que c'est le but, à vrai dire. Mon but, c'est pas de cacher, c'est pas dur. Genre, si j'apprécie et que j'adore un auteur, c'est normal, on va dire, de rendre hommage, de lui montrer. Parce que, je veux dire, c'est une aspiration ou un style on va dire d'un auteur qu'on adore, il faut l'assumer. Pour moi, il faut dessiner pour le plaisir. Il faut pas dessiner pour chercher un style. Ouais, je vois. Si le style vous plaît, mais que ça ressemble, on va dire, à tel auteur, tant pis. Hein, tant pis, parce que de toute façon, si tu kiffes l'auteur, c'est tant mieux, quoi. Il faut dessiner parce qu'on aime ce style. Ok. Pas essayer de se dire, bon voilà, ça ressemble trop, alors il faut que j'essaie de changer un peu. Carrément. Un style, comme l'a dit un auteur de BD, là, avec qui j'avais discuté, il dit, ça se trouve, ça se cherche pas. Ok, tout simplement. Je pense qu'il faut assumer, en fait, tout simplement son trait. Et justement, comme ça, on fait une petite recommandation. Parmi ces titres, moi, j'ai lu que Ergir, mais t'as une recommandation, c'est quoi ton préféré? Du même auteur? Ouais, du même auteur. Son premier, en fait, Enfer et Paradis. Ah ouais? Tu peux le pitcher un peu? Moi, je connais pas, du coup. Non. Non? Ok. Mais je dirais juste qu'à la base, quand on a fait Baby Project, on s'est un peu inspiré du pitch de Enfer et Paradis. Ok. C'est-à-dire, en gros, voilà, le concept, c'est des lycéens qui se tapent dessus, voilà. Et c'était suffisamment simple, en fait, pour servir de base. Okay. Et j'avoue même que l'auteur l'avait avoué lui-même que son premier volume, quand il l'a fait, il savait pas où il allait. Donc, Ah ouais, genre il s'est dit je vais dessiner des mecs qui se tapent dessus, de la baston, et on verra ce que ça donne. Il y a combien de volumes? 22. Ah ouais, quand même. Ah, oui. mais il a enchaîné parce que Ergir, il y a 36, je crois. 37, je crois. 37? Waouh. Ah oui. En fait, à un moment, il a fait les deux en parallèle, en fait. Ah, ça, c'est fort. Oui. Je pense qu'ils sont forts, ceux qui dessinent deux mangas en parallèle, tu vois. Oui, mais l'un était mensuel, l'autre était hebdomadaire. Ok. Et puis, il avait quand même des assistants, donc... ouais, ça change, ça, c'est une grosse différence, ça, c'est réel. Mais même aujourd'hui, ça reste quand même l'un des auteurs qui a... Je pense qu'il y a le travail le plus... le travail et le style le plus léché, on va dire, en termes de série hebdomadaire. Parce que, je veux dire, dans les détails, dans... Parce que vous voyez, je veux dire, même si on regarde, voilà, qu'on apprécie ou pas, mais qu'on regarde par exemple les séries par exemple, qui sont sur le Jump, genre One Piece, Naruto ou encore Bleach, il y a rarement de la trame dessus quand même. Ouais. Il y a des assistants qui travaillent dessus pour faire les décors, pour faire tout ce que l'auteur ne peut pas faire. Mais vous regardez pas ce que fait Ogrette, vous regardez Ergir, c'était hebdomadaire et
voyez, le travail apporté au détail et tout, c'est des pages super tramées aussi. Ah donc, ouais, un level. même aujourd'hui, je dirais que c'est sans doute, on va dire, celui qui apporte le plus de soin en fait à son travail. À ces pages. Un peu comme. C'est une mentalité que je pense que tu partages peut-être d'avoir ce côté presque illustration, tu vois. Pas dire. Au-delà de raconter une histoire, c'est aussi de faire presque une œuvre à chaque page, tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense dans un sens. Mais dans son cas, je dirais que c'est parce que ça colle très bien de toute façon à son style et à sa façon de faire. Ok. Parce que dans mon cas, c'est assez différent parce que le problème, c'est que je suis seul. Donc, même si je voulais reproduire ce qu'il fait, je ne pourrais pas. Donc, je parle plus toi, en termes de... De cadence. Non, en termes de rendu. Ok. Par exemple, la trame, je ne peux pas faire autant de trames parce que je suis tout seul. Hein, je n'ai pas autant de temps à consacrer dessus. Et du coup, ça m'a appris, on va dire, à optimiser. Du coup, tu optimises comment? Si tu fais des traits, des hachures au noir ou. Bah, en fait, c'est la façon dont je fais mes planches, tout simplement. C'est-à-dire? Bah, parce que au début, je faisais toujours mes planches. Bah, mes projets, comme je découvrais, je faisais mes planches un peu, on va dire, de manière classique. C'est-à-dire, je fais toujours mes planches, je fais mon storyboard, je fais mes crayonnés. Ouais. Mais l'ancrage, je la fais de manière classique, c'est-à-dire, en termes de procédé, je fais une page une par une. C'est-à-dire, si j'ai fini la première, je fais la deuxième, ensuite, jusqu'à ce qu'elle soit finie, en fait, à chaque Donc, fois. tu fais vraiment une page au total de A à Z. Ouais. Ok. Mais le problème, voilà, ça crée un problème en termes d'optimisation, c'est surtout quand vous avez des délais. C'est que au début, voilà, quand vous commencez au début du mois, vous êtes tranquille, vous dites bon voilà, je fais plein de détails, je suis tranquille. Mais quand vous terminez, par exemple, quand vous arrivez, on va dire aux 2/3 ou aux 3/4 du mois et que vous reste encore la moitié du chapitre à faire, c'est là où on voit quand même une différence au niveau de la qualité parce que vous êtes obligé d'augmenter la cadence et d'aller Ah plus vite. ouais. Donc il y a forcément une différence en termes de qualité. Après, tout le monde ne le remarque pas, mais il y en a. Mais si on fait suffisamment attention, on peut le voir. Et pour moi, c'est un problème. Moi, j'aimerais avoir quand même un contenu ou une qualité qui soit relativement homogène. Ouais, constante, ouais. Alors du coup, bah, je me suis dit, si je peux pas le faire de manière classique, bah, il faut que je trouve une méthode. C'est pour ça que du coup, bah, j'ai adopté une méthode, on va dire, qui est un peu en fait la méthode, genre comment être une équipe à toi tout moi seul. tout seul, voilà. Et pour ça, en fait, je fais plusieurs passages. C'est-à-dire, genre, en mode, tu fais le crayonné, après tu Bah, fais le l'ancrage, storyboard, les en fait, trames. il sera toujours le même, c'est-à-dire, Ok. parce que de toute façon, c'est ce qu'il faut présenter à l'éditeur Oui. pour qu'il le valide. Mais c'est au niveau de l'ancrage que ça change, c'est-à-dire qu'il y a un premier passage d'ancrage qui est en fait l'ancrage essentiel, c'est-à-dire ce que fait l'auteur japonais en fait de base, c'est-à-dire les personnages, ce qui est essentiel. Et ensuite, il y a le deuxième passage, c'est-à-dire que je fais toutes mes planches comme ça, c'est-à-dire on va dire l'ancrage le plus important, les personnages, tout ce qui est on va dire au premier plan. Ouais. Et ensuite, quand toutes mes planches sont faites, Si t'as du temps. bah, en fait, non, parce qu'il y a forcément deux passages. Le deuxième passage, c'est ce que font Ok. les assistants, en fait, c'est-à-dire Ok. les décors de fond, en fait, tout ce qui complète une planche. Ok. Et on va dire qu'en théorie, on peut s'arrêter là. Ok. Donc, imaginons, tu fais 30 planches, tu vas faire 30 crayonnés, 30 premiers C'est ancrages, ça. 30 deuxième ancrage, et après les trames. Les trames, ouais. Oh, La trame, je le fais dis, vraiment à la fin, c'est ça. Ok. En fait, il peut y avoir un troisième passage d'ancrage, mais c'est seulement si vous avez du temps. Ok. Ça, c'est un peu le bonus. Et voilà, je peux mettre plus de détails et si je veux. Les petits gags aussi. Voilà. Mais en théorie, je veux dire, en termes techniques, en termes de passage, le deuxième suffit largement. Ok. En fait, voilà, c'est comme je disais, c'est un peu faire l'équipe à moi tout seul, c'est-à-dire, je fais le passage de l'auteur et je fais le passage des assistants. Mais au moins, avec ça, ça vous permet en fait de mieux gérer votre temps. Ouais. Parce que forcément, en faisant tout votre passage et en faisant le deuxième, on peut voir en fait si nous reste du temps en fait. Ok. Et généralement, ça nous permet surtout de nous focaliser en fait sur ce qui est essentiel. Si on n'a pas assez de temps, on se dit, comme on fait le deuxième passage des assistants, on peut en mettre moins. Ça se verra moins, c'est plus homogène. Oui, parce que de toute façon, là, il est guidé vers ce qui se passe au premier plan, vers ton premier passage, Le généralement. deuxième passage, voilà, va être influencé par le temps qui vous reste. Ouais. Et justement, ça m'amène une question que j'avais prévue pour un peu plus tard, mais comme c'est dans le sujet, c'est cool. Comment tu t'organises personnellement dans tes journées, dans ta semaine comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu te gardes les week-ends de dispo J'essaye. Ouais. Généralement, j'essaye. En fait, j'essaye de garder le dimanche, mais en fait, je travaille quand même. Donc, mais c'est juste que généralement le dimanche, voilà, j'adopte une mode mentalité, j'y vais un peu plus mollo. Ok. C'est si j'ai pas envie, je le ferai pas. Mais généralement, je le fais quand même. Donc, mais généralement, ouais, je veux dire, je travaille tous les jours. C'est juste que je fais quand c'est, on va dire, quand c'est humainement possible pour moi, en tout cas. C'est-à-dire? Bah, je veux dire, forcément, le problème, voilà, c'est les problèmes d'attention et de concentration. Donc,
Moi, généralement, voilà, je fais des séances de 2 heures à chaque fois. Ok, tu dessines par 2 heures, donc typiquement... C'est ça. Parce qu'après, généralement, voilà, j'ai la tête un peu ailleurs, je suis pas très concentré. Donc ça donne quoi une journée? Tu commences vers genre, je sais pas, 9h, Je commence généralement à 8 heures. 8h? Ok. Voilà. Et en plus, le truc qu'il faut savoir, c'est que je travaille pas chez moi, généralement. Ah ouais, ça, je l'avais entendu dans une interview. Tu vas dans un café, tu vas... Starbucks. Ah ouais? Et un autre maintenant, mais... mais généralement, ouais, je vais dans les Starbucks. Et t'arrives à être à l'aise En fait, c'est encore une façon, c'est comme je disais, c'est pour m'obliger, en fait. Parce que quand je suis chez moi, c'est un peu l'entre de la tentation, on n'a pas envie de travailler. Donc, Ouais, c'est vrai. alors que là, au Starbucks, quand vous êtes en tout cas à l'extérieur, vous pouvez pas faire grand-chose. Donc, Et je me demandais d'où elle venait, cette image de profil là sur les coups. Ok, ça a c'est du une sens. référence. Je pensais que c'était juste parce que tu buvais beaucoup de café, mais est-ce que tu bois beaucoup de café, mais dans un Starbucks? En fait, bon, je vous le dis ça, mais c'est un aveu, mais je vais pas au Starbucks pour le café. Hein. J'y vais juste pour l'ambiance. Mais bon, faut payer quand même, donc. Alors, Donc tu prends le café. voilà. Ok. Et du coup, tu te poses à 8h au Starbucks? Oui, quand je peux, oui. Mais généralement, c'est le cas. Donc, Ok. Donc là, j'évite de dire dans quel Starbucks je vais parce que. Après, il y a trop de fans qui se ramènent. Bon, après, je me fais capter quand même parfois, mais. Et Mais après, j'évite généralement de le dire. donc tu commences à 8h, tu dessines jusqu'à 10h, 10h, petite À peu pause. près. Petite pause. Mais généralement, voilà, après, c'est où je fais une pause ou je change tout simplement de Starbucks. Ouais, tu fais genre. En fait, t'as un circuit de Starbucks dans ta journée. J'essaye d'éviter de rester toujours dans le même, en fait. C'est trop pendant marrant. la journée. Parce que, je sais pas, ça peut être, pour moi, on va dire, objet à lassitude. Donc, Ouais, je vois. T'as je besoin de préfère changer, changement. voilà. T'as besoin d'un cadre qui varie et tout, mais c'est. J'ai aussi besoin, on va dire, de changer d'air, quoi. Mais ça veut dire que t'as un vrai parcours la journée, mais ça représente aussi un budget, ça, non? Oui, budget café. C'est trop marrant en vrai. Après, généralement, voilà, mais je le fais vraiment toute la journée. Donc, généralement, maintenant, l'après-midi, je me force à travailler chez moi. Ok, Et en soirée aussi. ok, je vois. Ah, tu travailles aussi jusqu'au soir? Oui. En fait, comme je disais, quand vous êtes auteur, hein, vous n'avez pas d'heure, en fait. Ouais, c'est ça. Vous travaillez quand vous pouvez. Surtout que là, maintenant, comme j'ai deux projets, c'est pas pareil. Ah ouais, tu m'étonnes, 2 projets en même temps. Parce que je sais que tu peux pas donner trop d'infos, mais on sait qu'à côté, tu travailles pour un officiel, enfin une licence officielle d'un jeu vidéo C'est ça. pour lequel tu fais un manga. Je pense qu'on n'ira pas plus loin sur le sujet. Il sera annoncé mais de toute il sera manière. annoncé à Japan, ouais. Ok, incroyable. Et après, j'ai aussi d'autres projets amateurs à côté. Donc, Ok, trop cool. Mm. Donc, et du coup, t'as ta petite mallette que tu te transportes avec toi pour dessiner au Starbucks? non, j'ai juste un sac à dos. Hein. Ouais, c'est quoi un peu le matos que tu utilises? Je sais que j'ai l'impression que toi, tu dessines beaucoup au liner et pas du tout à la plume ou quoi que ce soit. Ouais, enfin, la plume, j'ai essayé au début, mais le problème, c'est que c'est pas optim. Enfin, pour moi, c'est pas adapté pour travailler à l'extérieur. Ouais. C'est surtout, en fait, à cause du pot d'encre, le pot d'encre de Chine, parce que le problème, c'est que ça se mélange forcément pendant que vous vous déplacez. Et du coup, ça crée des grumeaux et c'est pas très fluide. Ah ouais, je vois. J'ai déjà eu ce problème, donc j'ai arrêté. Ok, donc là, que liner. Liner, hein, finalement, vous avez le même résultat quasiment, donc et c'est moins cher en plus. Donc. Et comment tu fais quand tu mets de l'ancrage sur des plus grosses zones typiquement, tu dois remplir J'utilise un peu- pinceau. Tu utilises un pinceau? Ok. Mm. Ok, donc liner, pinceau, c'est le Pinceau, matos, oui. Par contre, voilà, ça veut dire aussi que je reste quand même un auteur très traditionnel. Est-ce que tu penses, enfin, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais qu'il y a un gain de temps quand même à avoir sur du digital? Oui. Ouais. Non, mais très clairement, hein, je veux dire, vous sautez au moins 2 étapes avec ça. Vous n'avez pas tout ce qui est clean, vous n'avez pas besoin de nettoyer parce que c'est directement fait l'ancrage est directement digital. Vous n'avez pas besoin, voilà, on scanne pas, on n'essaie pas de nettoyer ce qu'il y a derrière. Ouais. Mais bon, après, d'un autre côté, pour moi, il y a aussi la perte de la planche originelle aussi. Ouais, et puis t'as pas les mêmes sensations aussi, je pense. C'est ce que je disais il y a quelques années, mais en fait, on peut très bien reproduire, en fait. Ouais, ok. Maintenant, avec le digital, on peut donner un effet. Je veux dire, c'est très difficile maintenant de voir la différence. C'est vrai. C'est plus une question pour moi, on va dire, de confort, en fait. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui ou d'auteurs, on va dire, de jeunes auteurs qui font du digital parce que ça leur parle plus, c'est beaucoup plus accessible aussi. Je veux dire, on peut travailler sur tablette, on peut travailler sur PC, on va dire. Mais le problème, moi, c'est que j'ai commencé en traditionnel Et tu t'es habitué, je me suis habitué à avoir un travail dessus, mais c'est surtout aussi, pour moi, une question de toucher. Ok. La sensibilité, c'est... Parce que je fais comme du digital aussi, surtout, on va dire, en termes d'illustration, couleur, Ouais. comme ça. Mais c'est jamais pareil. Sur Photoshop, c'est ça? Eclipse Studio.
Clip Studio, les deux. Ok. Oui. Parce que de toute façon, dans tous les cas, tu as un travail à faire chez toi de tramage et tout, donc de base, tu utilises Clip Studio. C'est ça. Je le fais en utilisant Clip Studio, mais voilà, comme je disais, j'ai toujours un ressenti qui est assez étrange dessus. Je pense que c'est parce que je fais pas assez de digital aussi, mais pour moi, voilà, le digital, ça a touché assez particulier, contrairement on va dire, au traditionnel. Et là, aujourd'hui, je veux dire, après plus de 10 ans, on va dire, à faire du traditionnel, c'est difficile, on va dire, de changer, on va dire, du tout au tout. Bah, plus de 10 ans, maintenant, presque on s'approche des 20 ans même. Là, on est plus sur les 17 ans bientôt, là. Ouais, c'est ça. Hein. Doucement mais sûrement. Oui. Et en plus, t'as un bon rythme hein, de dessin parce que tu sors 2 tomes par an quasiment. C'est ça. Donc c'est sur une fréquence d'un mensuel finalement. C'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que de toute façon que la publication se fait au Japon de manière mensuelle. Et bah ça nous fait la transition. Comment est-ce que c'est arrivé cette histoire de publication au Japon? Parce que là, tu as 12 tomes. Ça a commencé quand? Ça a été quoi un peu les conditions? Est-ce que toi, tu as été impliqué dans le processus? Bah, pas vraiment, à vrai dire. En termes personnels, j'étais pas vraiment impliqué dans le processus parce que, je veux dire, tout ce qui est, on va dire, vente de licence, en fait, c'est plus l'éditeur qui le fait directement avec l'éditeur japonais. Mais tu avais un droit de regard? Tu avais le droit de dire j'ai pas envie d'être édité au Japon? Non. Non, ok. D'ailleurs, j'ai pas le droit non plus de m'opposer s'il y a, on va dire, une série d'animations qui doit se faire parce que j'ai signé un contrat pour dire que je donnais l'autorisation dans tous les cas. Ok. Et t'aimerais bien avoir une animation? J'avoue que j'hésite un peu. Ah ouais? En fait, tout dépend de qui va le faire. Parce que je trouve, dans ce qu'on voit de tes planches, bon, à mon avis, ça va être pour les animateurs, ça va être un vrai travail de reprendre ça, mais genre, il y a des vraies actions, tu vois, c'est ultra détaillé, du coup, tu comprends bien ce qui se passe. En fait, de toute façon, pour s'en faire une bonne idée, hein, il suffit de regarder le trailer qui a été fait, en fait, à la sortie du manga, en fait. Je sais pas, le studio Gonzo, ça dure 30 secondes, mais on se fait une bonne idée. Hein. Et t'aimes bien? Oui. Bah, surtout, en fait, qu'ils ont choisi un très bon animateur dessus, donc... Que tu suivais avant ça? Non. J'ai découvert. Mais c'est juste que quand j'ai su, en fait, quand on m'a donné son nom, que je peux pas citer là, bah, j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai vu en fait qu'ils n'avaient pas pris n'importe qui. Ah ouais, donc petite fierté aussi. Et bah, pareil, c'est mon éditeur qui l'avait confirmé. Il disait que justement, la personne qui s'est chargée de l'animation, en tout cas, c'était un Coréen qui s'est chargé aussi de l'animation de l'adaptation animée de Jujutsu Kaisen. Rien que ça. Voilà. Rien que ça. En fait, c'est un spécialiste, on va dire, des scènes d'action. Ouais. Incroyable. Donc, on pourra toujours dire, vous voyez dans le trailer, hein, on avait un bon Coréen là. Mais ça, c'est trop fort. Hein. C'est trop fort. Oui. Bah, c'était bien avant, quoi. Mais c'est un peu comme dans un épisode précédent, on a eu Nicolas Jaffray. Là, il fait la direction artistique de Dreamland, qui va être adapté en animé. Mais avant ça, lui, il avait fait, c'est un français, mais il avait fait aussi des scènes sur Boruto, sur l'Attaque des Titans, sur My Hero Academia. Et du coup, je pense, tu vois, genre, il y a des animateurs comme ça qui sont, je sais pas, ils sont trop forts, tu vois. Oui. Ça te tenterait, toi, de faire de l'animation? Je veux dire, moi, me lancer dans l'animation de manière personnelle? Ouais. Je sais pas. Ok. Je veux dire, actuellement, si je pouvais faire quelque chose, ce serait de l'animation, mais plus dans le jeu vidéo, j'avoue. Faire des animations de sprite, quoi. Ok. Donc, j'avoue que ça m'intéresserait plutôt. Parce que ça, c'était un peu le chara design et tout, à la base, c'était pour du jeu vidéo. Donc, est-ce que t'as un petit projet, genre très loin au fond de ta tête? C'est ça. Je dirais, personnellement, je n'abandonne pas l'idée un jour, voilà, de faire mon propre jeu là dans un coin. Et ce serait un peu quel style? Un beat'em all. Beat'em all. Voilà. Ah, incroyable. Avec microtransactions et tout le reste. Bon, après je blague, hein, mais généralement, ce serait plus faire au niveau un jeu, au niveau 1D, quoi. Ok. Donc, de ton côté... Voilà. Parce que mon but, voilà, c'est plus de faire quelque chose plutôt que d'essayer de capitaliser dessus. Parce que c'est plus par plutôt parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie d'avoir de l'expérience dedans. Par passion, par défi. C'est pour ça que voilà, c'est pas un truc que je vais faire, on va dire. Je pense pas l'annoncer. Voilà. Ouais, ok, je vois. C'est pas spécialement pour le vendre, c'est juste, on va dire, pour découvrir un peu, on va dire, le process. Ok, trop bien. Trop bien. Et si on revient rapidement sur la partie... Japon. Ouais, Japon. Parce que t'es édité chez Kodansha. Kodansha, oui. Ok. Donc, comme l'Attaque des Titans. Oui. Ok. C'est juste que c'est pas dans le même magazine, mais c'est chez le même éditeur, oui. Ok. Incroyable. Oui, bah, on va dire que c'est... Pour le magazine, par exemple, c'était dans le Sirius Magazine qui, par exemple, publie la série La fois où je me suis réincarné en slime. Ok. Donc, c'est déjà une autre série qui est quand même connue aussi. Ouais, carrément. Qui est, bon, un isekai, quoi, on va dire. Mais... Et du coup, ça se passe comment? Parce que toi, c'était au bout du combientième de tome que tu as été signé au Japon? Bah, là, pour le coup, je peux pas
J'ai pas d'idée exacte, à vrai dire, parce que selon l'éditeur, en tout cas selon Kiyun, ça fait depuis quand même genre 2-3 ans qu'ils étaient déjà en discussion. Ok. Mais on va dire, concrètement, la nouvelle m'a été annoncée, par exemple, qu'en 2021. Ok. Donc, c'est-à-dire 1 an avant sa publication. Ça a commencé en 2022? C'est ça, je crois le 26 ou le 28 février, en fait. Ok, je vois. Et ça se passe comment dans ces cas-là? C'est tes premiers chapitres, ils vont être publiés dans le magazine et rattrapés où on en est actuellement? Ou... C'est assez particulier, je dirais, parce que là, pour le coup, pour le magazine, on a surtout eu le droit, on va dire, en termes de publication dans le magazine papier, Ouais. on a eu le droit plus à une forme de promotion, je dirais. Ok. C'est juste que pour eux, ça s'est mieux passé parce qu'à la base, on devait se limiter qu'à un volume, c'est-à-dire les 4 premiers chapitres. Mais ils ont réitéré, en fait, jusqu'au volume 2. Donc, on a, Dans le magazine? en magazine papier, c'est-à-dire que voilà, on a publié les 9 premiers chapitres. Donc dans le Serious Magazine, C'est ça. tu as eu les 2 premiers volumes qui sont parus et après tu as le bouquin qui va être vendu en librairie, mais là comme en France quoi. En fait, ouais, mais Alors, c'est juste que, attends, la différence, c'est que pour l'image. la prépublication continue, en fait. Ok. Mais plus dans le magazine papier, mais plus sur leur site. Ok. Donc, et là, pour le coup, voilà, contractuellement, ils sont intéressés pour prendre toute la série, en fait. Pour la publier intégralement en prépu, mais en prépu digital. Et après, je pense que voilà, ça marchera de cette manière, c'est-à-dire que s'il s'avère que c'est beaucoup plus populaire, ils vont le mettre ils pourraient le revenir sur papier. Parce que voilà, généralement, pour moi, le magazine papier, c'est plus généralement pour les séries qui marchent bien, quoi. Et ça se passe comment de ton côté? Parce que quand tu es édité en France et tout, tu peux avoir des retours directement en convention de la part de fans, enfin de ton entourage direct. Est-ce que tu arrives à avoir des retours des Japonais, que ce soit de l'éditeur ou... Non, parce que pour le coup, c'est plus compliqué parce que c'est l'éditeur, en fait, qui va de toute façon le déclarer, on va dire, à mon éditeur, à Kiyun, quoi, directement. Okay. Après, c'est eux qui m'en informeront, quoi. Ok, je vois. Et quand on t'a annoncé, parce que genre, finalement, t'es le 2e manga français à être adapté au Japon? À être édité, on va dire, ouais. Mais le premier à être prépublié. Ah ouais, Radiant n'a pas été prépublié? Non, c'était chez Euromanga, donc... Ok, incroyable. Eux, c'était directement édité en volume. Là. Ok. Et alors quand t'as... Vas-y, pardon. Alors que là, je veux dire, si je devais rajouter une autre petite histoire, c'est que à la base, Ahmed de Kiyun, en fait, avait proposé, en fait, à Euromanga d'éditer, en fait, Outlaw au Japon. Ok. Mais ce dernier n'a pas été intéressé, donc finalement, c'était pas plus mal. Parce que c'est Kodansha qui a finalement pris. Ouais, c'est incroyable en vrai. Bah, c'est même mieux en fait. Bah oui. Parce qu'on a eu le droit à une prépu. Ça, c'est beau. Et toi, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais dans la vie d'un mangaka ou quoi que ce soit, est-ce que c'est pas aussi une consécration quand même d'être au Japon? Surtout toi avec ta vision de te rapprocher au maximum du style japonais, tu vois? Non, pas spécialement, à vrai dire. Parce que pour moi, se rapprocher du style japonais, c'était plus personnel. C'est parce que c'est plus le style qui me plaisait. Et parce que j'ai choisi, en fait, cet auteur, par exemple, Ogret, en tant que tel. Mais je veux dire, à la base, comme je disais, hein, quand j'ai commencé le dessin, c'était pas pour être auteur de manga. Et je veux dire, et à plus forte raison, c'était pas, on va dire, d'être publié au Japon. Pour moi, ça reste une belle opportunité, mais c'était pas un objectif. Ok. Là, c'est juste qu'on m'a appris, là, comme il m'a dit. Au fait, là, c'était, en plus, comme je disais, c'était en mars 2021. À un moment, il m'a juste appelé, alors qu'il m'appelle rarement. Et il m'a dit, au fait, la série on a une chance d'être publiée au Japon, là. Et là, tu vois, c'était juste la surprise. Et tu lui as répondu quoi? J'ai dit, c'est bien. Je veux dire, à la base, c'était pas un objectif. Hein, c'est quand même très drôle. Voilà, ça reste de la chance. En fait, d'ailleurs, tout comme la série en elle-même, en fait. Parce que même si on parle, on va dire, de ma publication au Japon, on s'était pas attardé sur les raisons, en tout cas, du choix. Bon, après, je sais pas si ça va lancer des vocations, mais à la base, voilà, pour moi, cette opportunité, c'était de la chance, mais c'était, on va dire, une chance qui était provoquée de toute manière. Comment ça? Parce que si on a eu la chance de pouvoir proposer la série de toute façon à un éditeur japonais, c'est parce qu'on a quand même demandé, en fait, à les rencontrer. Il y a eu un rendez-vous, il y a eu une réunion, et la série a été proposée. La chance, en fait, on va dire, le côté chance dedans, c'était qu'on avait la bonne personne qui était là. C'était le rédacteur en chef du magazine, justement du magazine Sirius,
qui a remarqué la série et qui a voulu la prendre. Incroyable. Là, pour le coup, voilà, c'était, on va dire, un désir qui était personnel, un souhait. Ok. Et bon, après, la raison, c'est parce que justement, il disait, parce que c'est pour lui, c'est un isekai, donc Ah oui, ok. voilà. Donc je sais pas, peut-être que plus de Français vont faire des isekai du coup là. C'est vrai que, en plus, c'est un truc qui est, enfin, avant Sword Art Online, c'était pas hyper populaire, et maintenant, Non, c'est vrai, enfin, c'est l'animé en fait qui a popularisé ouais, le c'est genre. ça. Mais toi, on sait que ton inspiration, elle vient de plus loin. Bah, il vient lui-même d'un jeu en fait, mais ça vient de 2002. Ouais, c'est ça. C'était en fait un autre animé, tout simplement, c'était Axine. Ouais. Et bon, beaucoup de jeunes ne connaissent pas, alors c'est pour ça qu'ils utilisent la Sword Art Online comme référence, mais bon, voilà, c'est un animé de 2002 aussi. Mais qui était plus intéressant, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Beaucoup plus réfléchi, hein, c'était, on va dire, c'était pas du drama, c'était... Bah, et surtout, c'était beaucoup plus... pour moi, c'était beaucoup plus pertinent en termes d'inspiration, parce que, je veux dire, les gens voilà, disent que ma série ressemble à Sword Art, alors qu'en fait, si vous lisez, ça n'a rien à voir du tout. Mais... Ouais, c'est ça. C'est un isekai, mais c'est... C'est ça, mais si vous regardez par contre Axine, il y a beaucoup plus de points communs. Ok. Parce que dans Axine, c'est un joueur qui est coincé dans le jeu, mais qui est une anomalie. Ouais. Et là, dans le cas, pour Outlaw Player, c'est un peu ça, sauf que ils sont juste plus nombreux. C'est pas une personne, c'est un phénomène en fait. C'est un phénomène, ouais. C'est ça, c'est des guildes carrément. Bah, la différence, voilà, c'est comme je disais par rapport à Sword Art, c'est le jeu qui vous coince en fait. Bon, voilà, on bloque 10 000 joueurs dans le jeu et il y a un objectif parce que c'est le jeu qui le fixe. C'est ça. Alors que dans Outlaw, c'est pas de bol. C'est un peu comme un slice of life, c'est-à-dire, c'est les gens, ils n'ont pas eu de bol, ils se sont retrouvés dedans, ils sont coincés, mais ils savent pas comment sortir parce que c'est pas le jeu qui les a coincés en fait. C'est juste eux qui se sont retrouvés ici. Faut survivre. C'est ça. Au début, en tout cas, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que ça fait un peu slice of life, c'est un peu la vie de tous les jours, mais comment essayer de survivre. Il y a beaucoup d'humour et tout, et puis il y a des trucs qui m'ont fait beaucoup rire, c'est quand tu dis... Oui, il y a des références, c'était... Ouais, oh, il a dit J-Volvé, moi ça m'a tué, tu vois. D'ailleurs, moi j'ai toujours eu peur de ce côté-là, parce que voilà, forcément, en étant publié au Japon, est-ce que ces références peuvent, on va dire, passer? Ouais. Mais bon, comme on n'utilise jamais les noms directs... Parce que je sais que voilà, de ce côté-là, ça peut être une prise de risque. Bien sûr. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est quand même... Enfin, le fait que ce soit un isekai, ça fait aussi que la boucle est bouclée, parce que ça se voit, toi, t'es un fan de jeux vidéo. Oui, c'est d'ailleurs ça, en fait, je pense, qui est assez ironique, parce que c'est les jeux vidéo qui m'ont fait faire cette série, mais c'est maintenant cette série qui m'empêche de jouer aux jeux vidéo. Donc, non. Parce que j'ai plus beaucoup de temps, alors c'est un peu dommage. Bon. Et ce serait quoi, on va dire, ton top 3 jeux vidéo? Oh. D'habitude, je ne te pose pas cette question, mais comme toi, je sais que t'as un petit... J'ai pas vraiment... On va pas dire... C'est un peu réducteur et c'est un peu plus compliqué si je devais dire vraiment le jeu vidéo. Je préfère parler plutôt, par exemple, en franchise, en termes de licence. Alors, le premier, là, je vais mettre un truc assez obscur, mais je mettrai les Stalkers, donc... J'ai aucune idée de ce que c'est, j'avoue que... Ouais, c'est un jeu fait par des Ukrainiens, mais c'est un jeu à la base en monde ouvert, assez pessimiste. Les Stalkers, ça s'appelle? Stalker, ouais. Ok. Et ça a quand même une certaine communauté, mais c'est un jeu en soi qui est assez hardcore, en fait. En mode MMORPG ou... Non, c'est un FPS. Ok, FPS. Mais plus type, open world, avec... En fait, avec un petit côté un peu aventure. Un petit côté RPG sans vraiment en avoir, en fait. Ok. Mais après, la deuxième licence qui est, on va dire, un peu le même genre, mais version américaine, parce que voilà, on a le côté de l'Est, on va dire, et c'est les Fallout, par exemple. Ok. Ça, déjà plus connu. Déjà plus connu, mais surtout, il y a beaucoup d'inspiration dans ma série. Moi, j'avoue, je suis pas trop un gros joueur de jeux vidéo. Oui. Du coup, je connais Fallout de nom, mais pas de ce qui se passe dedans. C'est ça. C'est pour ça que, voilà, pour les Fallout, c'est plus compliqué de donner, on va dire, celui que je préfère. Donc, je préfère dire plutôt la série. Voilà. Ok. Et en dernier? Voilà, c'est plus compliqué, hein, parce que j'ai jamais pensé à troisième. Ah, pourtant, c'était pas une question piège. Après, je dirais... Non, je préfère pas le dire, mais... Allez Bah, j'aurais dit les Final Fantasy, mais le problème, c'est que les derniers Final Fantasy, je suis pas un grand fan. Toi, t'es le 6, hein. Voilà. Toi, t'es basé sur Final Fantasy 6 plutôt. Bah, je suis allé jusqu'au 7, en fait. Ok. J'ai joué même 2 fois au 7, mais je préfère quand même le 6. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le... Je sais pas. C'est sans doute l'histoire et les personnages d'une manière générale.
Parce que je trouve que les personnages sont quand même mieux développés dans le 6 que dans le 7. Je pense que dans le 7, voilà, on se rapproche beaucoup plus parce qu'ils sont jeunes de manière générale, alors que dans le 6, bah, c'est beaucoup de persos adultes finalement. Ok, je vois. Donc l'histoire a de l'importance pour toi dans le jeu. Bah, on voit bien que voilà, malgré le fait que c'est du 16 bits, c'est que graphiquement ça fait très rétro, bah, je le préfère malgré tout. Ok, ça a du sens en vrai. Et ça me fait penser à une autre question. Merde, maintenant je sais quel était mon troisième jeu. Ah, vas-y, tu peux corriger. Bah, c'est un jeu pour le coup, c'est pas une licence, c'est un RPG japonais qui était sorti sur PS1, c'est Xenogears. Xenogears ? Ouais. Ok. Ah, ça c'est génial, hein, c'est très animé, c'est un super scénario, et puis il y a des mechas dedans. Ok. Mais j'ai l'impression que t'as un peu plus tourné jeu old school, non ? Pas vraiment. Ah ouais ? C'est juste que c'est l'aspect moderne qui me plaît moins en fait. Ah, c'est-à-dire Les mécaniques. trop réaliste, trop... Non, graphiquement quand c'est du réalisme j'adore, mais c'est plus voilà en termes de mécanique, le gameplay en lui-même en fait, que je me retrouve pas dans les jeux modernes. Ok. Parce que c'est souvent plus accessible, c'est souvent plus simple. C'est moins hardcore. Toi, t'es un peu un challenger. C'est ça. Bah, ok. Je veux dire, voilà, quand on joue, on va dire, à des jeux, on va dire, relativement hardcore de manière générale. Après, hein, je peux apprécier les jeux plus accessibles, les jeux plus simples, mais j'avoue, voilà, s'il y a un type de jeu, par exemple, dont je suis le moins fan, généralement, c'est les jeux très cinématiques. Du genre... Bon, là, je vais me faire des ennemis, mais... c'est beaucoup de jeux Sony, par exemple. ok, je vois. Bah, si vous prenez tous les gros hits, les jeux single player, c'est tous des TPS avec beaucoup de cinématiques. Mais c'est des trucs que j'aime pas, en fait. Moi, j'aime bien quand on me laisse faire un peu ce que je veux, là, Ouais. dans mon... Ok, je vois, ça a du sens. C'est pour ça que, par exemple, que j'aime bien les jeux Bethesda de manière générale, parce que même quand il y a une cinématique, vous pouvez bouger. Vous pouvez faire des trucs dans fond, là. Vous pouvez vivre votre vie. Ouais, t'es laissé tranquille par le jeu. Voilà. Ok, je vois. Voilà, on me prend pas par la main, on m'oblige pas à regarder un truc que je veux pas regarder. Et c'est une question qui change un peu de sujet, mais j'y pense là maintenant parce que tu parlais du fait de vouloir faire un genre amateur. Après, tu parlais du fait... Enfin, t'as pas l'air très... on va Je suis dire... un peu touche à tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je voulais savoir, c'est quoi, toi, ton ambition à titre perso ? Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui te ferait vibrer ? Non. Non. Je veux dire, s'il fallait que je me spécialise dans un domaine, non pas spécialement. On va dire, j'aime bien faire des choses qui me plaisent, ou j'aime bien, on va dire, découvrir, ou comme je disais aussi, j'aime bien aussi le faire par challenge. Mais il faut que ce soit généralement des choses qui m'intéressent. Ok. Après, c'est juste que, après, je suis pas non plus, on va dire, du genre, on va dire, à commencer des choses et à dire, bon, voilà, ça m'intéresse plus, je le fais plus. J'essaye quand même d'aller au bout. Ouais, j'ai l'impression, bah, c'est ce que je ressens aussi de ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Baby Project, que t'as ce côté où t'aimes pas trop laisser les choses inachevées et que t'as besoin de vraiment C'est que ce ça. soit carré, quoi. En fait, je me suis toujours demandé si c'était parce que j'avais envie, on va dire, d'avoir un objectif dans la vie, ou alors tout simplement parce que j'ai envie peut-être de laisser une trace. Ok. Dire, voilà, au moins j'ai fait ça. Et tu J'ai as fait quelque jusqu'au bout. chose. Bah, c'est un peu aujourd'hui ce qui me dire je dirais pas ce qui me motive, mais c'est un peu ce que je fais. Je veux dire, je tente des choses, j'essaie quand même d'aller au bout. Ou en tout cas, quand j'ai des nouvelles expériences, quand je vais tester quelque chose que je connais pas, bah, je le fais justement parce que je le connais pas, en fait. Ouais, je vois. T'es curieux. D'une certaine manière. Ouais. Et par contre, t'aimes beaucoup faire tout ça assez seul, non ? J'ai l'impression, Ouais. après c'est un trait aussi de mangaka, hein. Les mangaka ils sont connus pour être seuls, mais... Ils sont connus pour être seuls, mais généralement, voilà, je parle quand même du fait aussi que les mangaka, quand ils ont des assistants, ce n'est pas que pour, on va dire, faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est parce qu'il y a quand même, voilà, c'est parce qu'il y a quand même une forme collective, c'est parce qu'il y a quand même, on va dire, une communication qui se fait quand même entre eux. Et j'ai toujours pensé que, enfin après ça c'est personnel, mais j'ai toujours pensé que généralement c'était nécessaire. Regarde, quand t'étais dans ton association, c'était aussi pour ça, non ? Enfin, avoir... Non. Non ? Non, si je les rejoins, c'est parce qu'à la base, les gens étaient intéressés par ce que je faisais. Ok. Je veux dire, à part aller dans les conventions, on se voyait pas plus, en fait. Ok. On se voyait pas en dehors, on se communiquait pas spécialement. Mais j'avoue que après, je vais pas dire une tare, mais c'est plus, on va dire, quelque chose qui me définit. C'est-à-dire ? Bah, je suis plutôt seul, d'une manière générale. Je suis plutôt, on va dire, solitaire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'amis. Ça veut juste dire que j'aime bien être seul. Ok. C'est aussi d'ailleurs pour ça que, je veux dire, même en ligne, je veux dire, sur Internet, je fais pas partie, on va dire, de groupes ou alors tout simplement de collectifs d'artistes. Ouais, c'est ça. Parce que personnellement, ça ne m'intéresse pas spécialement. Et aussi parce que, à la base, je me définis pas, on va dire, comme étant, on va dire, un artiste. Ouais. Comme je disais, si on repart sur mes origines, sur mes débuts, si je dessinais, je le fais simplement pas par passion. Et si, on va dire, je cherche à m'améliorer, c'est plus par défi.
Ah, c'est Donc marrant. c'est plus beaucoup d'objectifs qui sont personnels. T'as l'air un peu calculateur dans ta manière de fonctionner, dans la manière de prévoir tes Calculateur, projets. je dirais pas. Peut-être plus, on va dire plutôt logique ou cartésien, peut-être. Ouais, c'est ça. T'es pas dans la spontanéité en mode allez, on va essayer ça comme ça. D'ailleurs, ça c'est très vrai d'ailleurs, parce que je me vois pas, on va dire, voilà, je fais pas l'artiste, je vais pas faire de bullshit en disant oui, alors voilà, je fais ça parce qu'on le sent bien comme ça, par instinct, non. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le manga ça me va très bien, surtout en tant qu'auteur, parce que je dois quand même réfléchir, je calcule quand même, on va dire, comment je fais mes planches, ma narration. Mais c'est vrai que je me définis pas, par exemple, personnellement en tant qu'artiste. Je dirais même que je suis plutôt dessinateur. Plutôt dessinateur. C'est ça. Un peu comme si t'étais architecte. T'es architecte de manga. Dans le genre. Parce C'est que marrant. pour moi, artiste, voilà, c'est très abstrait. Pour moi, c'est comme se donner un genre. Ok. Et c'est pas mon style. T'as pas envie d'être attribué à cette case Non, honnêtement. Je veux dire, je suis quand même très réaliste dessus. Hein. Je veux dire, je dessine parce que j'aime ce qui est beau quand même. Hein. J'aime les belles choses. Et l'art abstrait, personnellement, j'ai rien contre, mais faut pas me demander. Ça te parle pas, ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Je veux dire, chacun a son opinion, mais j'évite de donner le mien de ce côté-là. je vois, ça a du sens. Et en termes voilà, d'association ou de collectif d'une manière générale, personnellement, j'évite parce que je pense que je me retrouve de toute façon pas dedans. Je vois. Je partage pas nécessairement, on va dire, les idées, dans les visions de chacun. Et comme je disais, si je dessine, je le fais pour moi à la base. Ouais, je vois. Et tu penses pas, je sais pas, mais t'as pas aussi un manque à gagner dans le sens où quand t'es à plusieurs, tu vois, genre t'as quelqu'un qui peut te faire remarquer des choses que tu vas pas voir quand t'as... Non ? Il y a Internet pour ça. Comment ça ? Parce que comme je me suis formé en autodidacte et tout seul, maintenant j'ai plus pour habitude de voir un dessin et en fait de l'analyser tout seul. Ah oui. C'est comme ça que je comprends, ou généralement j'essaie de comprendre en tout cas comment ça marche. Ok. Comme je disais, comme j'ai pas suivi d'études, je suis pas allé à l'école pour, on va dire, pour apprendre à dessiner, bah maintenant avec l'habitude et surtout après quand même des années, on va dire, de pratique, maintenant voilà, généralement je prends les dessins, je prends les arts et je regarde en fait, et je peux essayer d'interpréter en fait comment ça a été fait. Ok. Donc t'arrives. Je me fais souvent, voilà, ça m'arrive souvent par exemple de prendre des mangas, de regarder et de dire voilà, il a dû faire ça de cette manière. Ok. Et genre, il t'arrive à comprendre comment le mec, enfin le processus, tu peux t'imaginer le processus. J'essaye, mais je pense que c'est bien ça. C'est pas plus mal parce que ça ne vous donne pas les vraies bases en fait. Parce que ça vous dit pas comment l'auteur, par exemple, a dessiné réellement. Ça vous donne juste votre idée, votre opinion. Mais d'un autre côté, ça vous crée des bases aussi. Ouais. Parce que finalement, ça veut dire la méthode est différente, mais le résultat est le même. Et du coup, le fait que tu sois beaucoup dans l'analyse comme ça, est-ce que tu penses que peut-être pas du jour au lendemain, mais si tu avais envie d'écrire une nouvelle histoire avec un style complètement différent, parce que là, dans les mangas que tu as publiés, il y a quand même un style qui est très semblable. Enfin, tu vois, les personnages et tout, le design est similaire. Si demain, tu as envie de dessiner par exemple quelque chose de plus cartoon, est-ce que parce que tu arrives à analyser, tu arriverais à le faire rapidement ? Non. Je pense que c'est plus une question d'envie, à vrai dire. Ouais, ok. Comme je disais, le dessin et un style, vous le faites parce que vous l'aimez. Ouais, si vous devez le changer, c'est parce que vous cherchez à vous faire remarquer ou vous cherchez à vous différencier. Je veux dire, si on a un style original dès le départ, tant mieux. Il suffit de le travailler, ça va s'améliorer, ça va évoluer de toute manière. Mais comme je disais, ça ne doit pas être un objectif. Pour moi, de toute façon, le dessin, ça doit rester, on va dire, un plaisir. Ouais, je vois. Mais est-ce que des fois, le dessin, il peut pas sublimer l'histoire en se modifiant un petit peu ? Enfin, tu vois, là, ce que... Oui, mais dans ce cas-là, je veux dire, il faut pas venir vous voir pour ça. Ouais. Je veux dire, il faut pas qu'un éditeur me vienne me voir, moi, pour faire adopter un autre style. Mais si ça devient de toi, tu vois. Genre en mode si c'est toi qui te dis, tiens, je vois bien une histoire comme ça. Dans ce cas-là, il faut que ce soit naturel et il faut que ce soit moi, en fait, qui ait ce désir ou qui ait ce besoin de changer. Je comprends. Voilà, c'est comme une évolution. C'est parce qu'on veut changer. Ok. Mais là, tu te plais dans ton style ? Je pense que de toute façon, hein, même à la fin de ma vie et de ma carrière, j'aurais de toute façon pas atteint, on va dire, l'apogée non plus. Hein. Je veux dire, ah ouais en termes techniques, je dirais, je suis sans doute arrivé plus ou moins à un palier. Ok. Mais je veux dire, je ne serai jamais satisfait malgré tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est mieux comme ça, parce que ça me poussera toujours de toute façon à vouloir faire mieux. Parce que là, imaginons, tu prends le manga 12 qui est sorti il y a plus ou moins un mois, tu le regardes, est-ce que tu arrives à te dire, ah ça, j'aurais pu mieux faire ? Oui, mais je veux dire, c'est parce que c'était... même si c'est assez récent, c'était fini, je crois, déjà en mars dernier, en mars 2022. Ah ouais ? Ah, t'avais un an d'avance sur le tome ? Bah là, j'ai bientôt fini le 13.
Ah ouais, ok. En fait, je l'ai bientôt fini, mais on pourra pas le sortir pour la Japan. Donc, Ah, parce que trop. non, parce que c'était pas dans le planning. Parce que tu vas Donc, trop vite pour l'éditeur. Non, c'est juste qu'ils n'avaient pas prévu. Ok. Mais j'ai quand même demandé est-ce que vous pouvez au moins le sortir cette année. Incroyable. Trop fort. Mais bon, voilà, je suis en train de terminer le dernier chapitre, quoi. Et tu penses aller jusqu'à. Tu penses finir quand Outlaw Player? En termes En de termes de durée. volume, Au volume ou durée, comme tu veux. en durée, ça risque d'être compliqué parce que forcément, ça dépendra du nombre de volumes, en fait. Ouais. Et en termes de volume, bah, à la base, je voulais aller jusqu'à 22, 23, mais maintenant, je me demande si j'aurais pas besoin d'en avoir un ou deux de plus. Donc peut-être 25. Tu vas nous faire comme Oda, tous les 2 ans, tu vas me dire Non. ah, peut-être de plus. Non, parce que la vision, au moins, elle est déjà complète. Ouais. Je veux dire, je sais déjà où je vais, je connais déjà la fin. Donc, Oui, ce que tu disais dès le début, tu avais l'histoire, c'est la ça. fin. Ok. La seule différence, c'est que voilà, est-ce que j'aurais pas besoin de simplement de plus de volume pour développer certains aspects. Ok, je comprends. Parce que forcément, quand vous dites à l'éditeur, bon voilà, j'aurais dû faire 22 volumes, bah, vous pouvez pas le savoir vraiment en fait. Ouais, Hein. Vous donnez juste une estimation. Et t'arrives à gérer le fait de maintenant écrire 2 histoires en même temps? D'écrire personnellement 2 histoires. Enfin, de dessiner 2 histoires. Parce que là, voilà, forcément, parce que le deuxième projet, c'est pas moi le scénariste. Oui. Donc, Ça te soulage d'un bah, en fait, encore une fois, on revient un peu à mes origines, je dirais. Si j'ai accepté le deuxième projet, c'est par défi. Ah, Parce stylé. que je suis arrivé quand même voilà, à un niveau où je peux tenir un certain rythme. La question pour moi je me suis posée, c'est est-ce que je suis capable de faire plus? C'est pour ça que j'aurais rien promis, je leur ai dit bon voilà, on fait le premier volume et on verra dans quel tâche après. Ok, ça a du sens. Et ça m'amène, là on a fait le tour à peu près des sujets que je voulais parler avec toi. Il me restera tout de même 3 questions. Ah. Et la première, elle est toute bête. Mais pourquoi ce pseudo, Shonen? Parce que c'est un anagramme de mon vrai prénom. Ah. Donc c'est légitime. C'est légitime, ok. Mais bon, heureusement, hein, parce que ça aurait pu être shoujo et donc là... Ouais, je pense qu'il y a des catégories pires que ça, tu vois. Mais bon. Oui, c'est sûr. J'aurais pu mal tomber. C'est vrai. Ok, ça a du sens. Et du coup, mes 2 dernières questions. Ah. C'est un conseil de lecture, quelque chose que tu as pu lire, ou une vidéo que tu as pu voir, un film qui t'a marqué, que tu aimerais bien partager à ceux qui nous écoutent. Actuellement? Ouais, ou ça même... ça va être compliqué en fait, parce que les animés, ça fait des années que j'en ai plus regardé là. Des Même- mangas aussi. Même si c'est pas récent, un truc vraiment qui, quand tu l'as lu, que tu l'as vu, tu t'es dit, ah ok, ça, je le retiens, tu vois. Bon, à part les œuvres de Grete, hein, bien entendu. Hein. Mais non, autrement, je pense qu'il est déjà super populaire, mais je conseille toujours de lire Full Metal Alchemist. Hein. Ok. Parce que étrangement, voilà, c'est une des séries quand même qui m'a quand même beaucoup parlé. Je veux dire, c'est pas un shonen en fait en soi parce que c'était un mensuel, mais je pense que bon, bah, je dis ça comme ça, mais beaucoup de shonen devraient s'en inspirer en fait en termes d'intrigue. Ok. Parce que l'histoire en elle-même était quand même bien pensée. En fait, bon, voilà. J'ai pas envie de faire de la pub non plus. C'est la concurrence maintenant. Mais bon, voilà, je reviens toujours dessus, en fait. J'aimerais qu'on me parle d'une série. Je reviens toujours sur Full Metal. Ah, c'est vraiment un truc... Ok, c'est marrant. Ah, c'est pas mal. Et du coup, ça, c'est ma dernière question. Ah. Attention, roulement de tambour. Un conseil, ça peut être de la vie. Un conseil de mangaka, un conseil de ce que tu veux. Pour par exemple, les jeunes auteurs, Pour les jeunes auteurs ou même quelque chose que tu as envie de partager, tout simplement. bon, bah, à part le truc habituel, genre, prenez soin de vous. Hein. Mangez pas Je dirais trop en tant gras. qu'auteur, je dirais, il faut pas se lancer dedans, on va dire tête baissée non plus. Je veux dire, il faut tenter sa chance quand on peut, c'est normal. Mais il faut pas non plus se dire voilà que tout le monde va devenir auteur en fait. Mais je conseille malgré tout de tenter sa chance parce que il faut toujours tenter sa chance plutôt que regretter plus tard. Au moins, voilà, quand on tente sa chance, on a 2 options. C'est bon, hein, j'ai vu que j'étais pas fait pour, je peux m'arrêter, mais au moins j'ai essayé. Alors que, mais de l'autre, ça peut aussi malgré tout nous motiver, malgré l'échec. Bon, après, je pense que c'est bateau, mais l'échec est nécessaire. Ça permet justement, en fait, pour moi, ça permet de tester en fait sa motivation, sa volonté. Est-ce qu'on a envie de continuer malgré tout? Si on sent vraiment que, voilà, malgré l'échec, ça nous a, on va dire, ça nous a motivés, ça nous a enthousiasmés, ça nous pousse à toujours aller plus loin. Donc, ce cas-là, il faut continuer. Mais d'un côté, voilà, je vais éviter, on va dire, de dire, voilà, tout le monde doit se lancer dedans, il faut devenir auteur, il faut faire du manga. Je veux dire, c'est bien beau, mais il ne faut pas négliger les études. Il faut toujours avoir quelque chose, on va dire, à côté. Toi, il y a un endroit où tu as échoué? Parce que là, tu dis justement les échecs et tout. Toi, c'est un truc marquant. Bah, je dirais, bon, dans ma vie, oui, quand même. J'ai quand même redoublé 2 fois. Et en primaire, en plus, donc...
C'était Ok. pas des choses qui j'aurais cru que c'était faisable, mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai quand même eu des échecs dans ma vie. Mais au moins, quand j'ai voulu tenter quelque chose, j'ai essayé. Ok, bah, je pense que c'est un beau mot de la fin. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, profiter de la vie, quoi. Bah, merci Shonen, c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Merci. Et je remercie Univers Malice de nous avoir mis en contact justement pour cette interview. Puis à bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Allez, top.